Bonjour. Bonjour en particulier à ceux qui me font l'amitié d'être fidèles à nos rendez-vous et de suivre cette aventure commencée avec Bruno Vinzal, ici présent, depuis maintenant presque 2 ans et demi. Donc bonjour en particulier à vous, mais aussi évidemment à ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui. Bonjour à tous. Cette nouvelle rencontre m'a été inspirée par le léger malaise qui s'est emparé de moi un jour en contemplant la mer, ce qui peut évidemment paraître étrange. J'étais à Saint-Lunaire, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, où je me rends régulièrement pour y travailler, pour m'y promener, pour y méditer, pour y lire et écrire. Je m'assois régulièrement à la pointe du décollé, sur un banc, qui est face à la baie de Saint-Malo. Et d'habitude, je suis saisie par l'immensité, et ce saisissement a le pouvoir de me ressourcer, de m'éveiller, de me réveiller. Il y a au fond Saint-Malo, la cathédrale, la flèche de la cathédrale qui pointe vers le ciel et qui, par ce délicat dessin, ouvre l'espace. C'est très beau. Et à gauche, il y a l'île de Sésambre, Port-Harbour, le fort de la Conchée. Et donc je suis toujours saisie par ce paysage. Et à chaque fois que j'éprouve une baisse d'énergie, quand je suis là-bas, je vais m'asseoir sur ce banc. Et ce matin-là, rien. J'exagère. Pas tout à fait rien, mais le sentiment d'une fausse note, de quelque chose qui rompait l'harmonie et qui faisait perdre à l'espace son pouvoir d'embrassement. Dans un premier temps, je me suis demandé ce qui se passait, et puis bien sûr, je n'ai pu que voir. À l'entrée du port de Saint-Malo, il y avait un paquebot, comme on n'en faisait pas autrefois, et dont les premiers exemplaires ont sans doute été le Titanic, ou quelque chose de cet ordre. Alors on sait quel en fut le destin, on a vu plus récemment l'histoire du Costa Concordia, et l'on sait déjà que ces bateaux hors de proportion, hors de mesure, sont évidemment potentiellement porteuses de tragédies plus lourdes qu'un bateau de moindre taille. Mais ici, ce n'était pas de cet ordre, ce n'est pas une inquiétude de cet ordre qui me taraudait, c'était le sentiment, brusquement, que ce bateau n'avait pas sa place dans ce paysage. Il était juste à l'entrée du port, et quelque temps plus tard, j'ai reçu une amie avec laquelle nous sommes allés faire en bateau le tour de la baie, et j'ai vu à l'entrée du port des amarres absolument monumentales. Et j'ai demandé aux gens d'équipage ce que c'était que ces grosses amarres. Il m'a dit, mais ça c'est maintenant pour les bateaux qui ne peuvent plus rentrer dans le port. Et ce que j'avais vu, c'était un bateau de cette nature. Or, il dépassait le rivage, il ne s'inscrivait plus du tout dans le paysage. Et j'ai eu le sentiment de la rupture d'une unité, de la rupture d'une harmonie, exactement comme ce serait le cas dans un exemple, dans une situation musicale. Vous savez, quand quelqu'un chante trop fort dans un chœur, ou lorsque un instrument semble vouloir se démarquer et ne plus s'inscrire dans l'unité, eh bien c'était exactement du même ordre. Il y avait le sentiment d'une rupture de l'harmonie. En relisant le témoignage, l'ensemble d'entretiens qui a été réalisé par Adrien France-Lanor, ou qui a été collecté plus exactement par Adrien France-Lanor autour de Sergiu Celibidache, j'ai exactement
eu la traduction de ce que j'avais ressenti à propos de ce paysage. Celibidache parle de son travail de chef d'orchestre. Que doit-il faire? Et voilà ce qu'il dit. Quand je me trouve devant l'orchestre, je suis devant une multiplicité d'informations. Quelle est la tendance? Quel est le seul objet que mon acte de volonté devrait suivre? Réponse de Celibidache: réduire cette multiplicité. À quoi? Demande l'intervieweur. À une unité quelconque, parce que notre conscience ne saisit qu'une chose à la fois. Vous avez un accord de 17 instruments et vous dites à la flûte: vous êtes bas. Bas par rapport à quoi? Par rapport à l'unité générale. Voici une dualité. Si le flûtiste joue un peu plus haut, s'il trouve la hauteur juste, il entre dans l'unité des autres. Il disparaît donc comme dualité. La multiplicité a été réduite, la partie est entrée dans le tout. Vous voyez, s'il trouve la hauteur juste. Or, précisément, ce paquebot hors de mesure ne trouvait pas la hauteur juste, alors au sens le plus physique et le plus réel du terme, c'est-à-dire il masquait, pour ainsi dire, la vision que j'ai spontanément de la cathédrale de Saint-Malo, de la flèche de la cathédrale plutôt, de Saint-Malo. Donc, rupture d'une unité, plus rien n'allait. J'avais l'impression d'un renversement qui touchait non pas simplement au paysage, parce que ça aurait été une chose, mais qui touchait à notre humanité elle-même. Comme si finalement, alors c'est très étrange ce que je dis là, puisque au fond, dans ce paquebot, si on y réfléchit bien, il y avait une quantité, forcément, c'est même fait pour ça, une quantité innombrable de voyageurs, donc des hommes plus des hommes et encore rien que des hommes. Eh bien, justement, là était le problème. C'est-à-dire que ces hommes entassés dans cet immeuble d'acier ne prenaient en aucune mesure place dans le paysage, dans le contexte qui était ici présent. Autrement dit, cette démesure, cette surenchère dans la grandeur, plus exactement dans le gigantesque, puisque justement il va falloir essayer de comprendre que là où il y a du gigantesque, il n'y a pas forcément de grandeur, et que peut-être même c'est inversement proportionnel, que plus il y a de gigantesque, moins il y a de grandeur. Donc cette passion du gigantesque, cette passion du superlatif, comme disait par exemple Victor Klemperer dans l'analyse qu'il a fait du vocabulaire nazi, donc il avait déjà noté au moment du nazisme cette passion du superlatif. Eh bien justement n'était pas simplement quelque chose qui était de l'ordre de la grande taille, mais quelque chose qui, par cette démesure même, par cette impossibilité à inscrire les hommes dans un paysage, touchait à l'humanité de ces hommes. Simone Weil parle très bien de cela dans ses écrits, dans ses réflexions sur les causes du totalitarisme, et elle dit la chose suivante. Nous vivons dans un monde où rien n'est à la mesure de l'homme. Nous vivons dans un monde où rien n'est à la mesure de l'homme. J'aurais presque envie de dire, nous vivons dans un monde où nous ne sommes plus à la mesure du monde. Mais au fond, les deux choses se rejoignent. Il y a, dit-elle, une disproportion monstrueuse entre le corps de l'homme, l'esprit de l'homme et les choses qui constituent actuellement les éléments de la vie humaine. Tout est déséquilibré. Alors elle parle il y a déjà longtemps. Autant dire que les choses ne se sont pas arrangées depuis. Il n'existe pas de catégorie, de groupe ou de classe d'hommes qui échappent tout à fait à ce déséquilibre dévorant, à l'exception peut-être de quelques îlots de vie plus primitives. Et les jeunes qui y ont grandi, qui y grandissent, reflètent plus que les autres à l'intérieur d'eux-mêmes le chaos qui les entoure.
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on pourrait croire que cette disproportion, cette démesure, ce sens du gigantisme est quelque chose qui nous est extérieur et qui ne nous atteint donc pas dans notre intimité. Or, Simone Weil dit exactement le contraire. Donc ce déséquilibre est essentiellement une affaire de quantité. La quantité se change en qualité et en particulier une simple différence de quantité suffit à transporter du domaine de l'humain au domaine de l'inhumain. Ça, c'est extraordinaire. Une simple différence de quantité suffit à transporter du domaine de l'humain au domaine de l'inhumain. Donc, vous voyez bien le paradoxe. Nous avons l'impression qu'il y a, au fond, une victoire extrême de l'humanité dans cette capacité à construire des choses de plus en plus gigantesques. Ici, nous parlons d'un paquebot, nous pourrions tout aussi bien parler des avions, etc. Mais cette disproportion qui fait que les bateaux ne sont pas du tout faits pour entrer dans un port est une catastrophe qui touche à notre humanité. C'est sans doute pourquoi, j'allais parler de Heidegger tout de suite, mais c'est sans doute pourquoi bien des hommes qui ont réfléchi à cette apparition du gigantesque dans nos sociétés modernes ont senti dans ce gigantisme quelque chose qui nous atteignait très intimement, très profondément, qui allait droit à notre intimité. J'en viens donc à Heidegger. C'est un thème qui est très important, la question du gigantisme, du gigantesque, dans les apports à la philosophie. Il dit au début la violence déchaînée dans la fureur du gigantesque. Donc, vous voyez, il associe d'emblée le gigantesque à la violence déchaînée. Non pas que ce gigantesque soit en lui-même forcément agressif. Il y a bien sûr du gigantesque dans le domaine de l'armement et malheureusement, on en a vu l'expression à plusieurs reprises au siècle passé et évidemment encore aujourd'hui. Mais même lorsque le gigantesque n'est pas en soi violent, il l'est pourtant. Donc la violence déchaînée dans la fureur du gigantesque, dit Heidegger, a sous le visage de la grandeur, terrasser l'être humain. Alors ça, c'est fantastique, cette phrase. Sous le visage de la grandeur, le gigantesque a terrassé l'être humain. Effectivement, confusion totale entre le gigantesque et la grandeur. Il y a un autre texte où Heidegger dit que la grandeur, c'est la capacité de reconnaître quelque chose de plus grand que soi. Ça, c'est extraordinaire. Le signe distinctif de la grandeur, c'est la capacité de reconnaître quelque chose de plus grand que soi. Or, dans le gigantesque, il ne faut surtout jamais reconnaître quelque chose de plus grand que soi. Au contraire, ce sera toujours la surenchère qui va être la marque même du gigantesque et la volonté de toute façon écraser l'autre. Le gigantesque, dit encore Heidegger, est engendré par la fièvre aveugle de l'exagération et du surpassement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout, bien sûr, il est très bien que nous nous surpassions, mais tout dépend des conditions dans lesquelles nous nous surpassons. Si je me surpasse parce que lorsque je fais un cours à mes élèves, j'entends qu'ils sont particulièrement réceptifs et que cela me porte, alors, évidemment, je me surpasse, non pas pour les écraser, mais au contraire parce que d'eux-mêmes, ils viennent me chercher pour que je réponde à leur attente. Ici, rien de tel, chacun est avec sa volonté d'écraser et d'en mettre toujours plein la vue, si j'ose dire, à l'autre. Dans les apports à la philosophie, dont la traduction nous a été proposée récemment par François Fédier, puisque ça n'avait jamais été encore traduit jusque-là en France, il y a un passage tout à fait saisissant dans un paragraphe, un des paragraphes qui s'appelle « Le gigantesque », et voilà ce qu'écrit Heidegger. « Il s'agit donc bien d'une absence de limite liée à
aucune limite du donné. Le mot donné est souligné. Lié à aucun donné. Cette fois, vous voyez, d'abord, c'est donné qui est souligné, et ensuite lié à aucun donné. Donc le déplacement de l'attention de donné à aucun. À rien qui soit susceptible d'être donné, c'est à nouveau souligné, comme limite. Donc, en l'occurrence, vous voyez, le port ne fait pas limite. La mer même ne fait pas limite. L'histoire du Costa Concordia, au-delà évidemment de l'erreur humaine qu'il a supposée, ou celle du Titanic, principalement le Costa Concordia, les fonds n'existent plus. On ne pense même plus que le tirant d'eau de ces navires, évidemment, un capitaine ou un général, ou je ne sais pas, un amiral, je ne sais pas exactement, excusez-moi, les titres que des hommes qui dirigent ces paquebots, devrait être compétent pour faire attention à ces fonds, mais dans une certaine mesure, c'est tellement hors de proportion que ces bateaux ne prennent plus du tout quelque donnée que ce soit. La mer n'est plus un donné, le port n'est plus un donné, les rivages ne sont plus un donné. Donc, je relis la phrase, il s'agit donc bien d'une absence de limite liée à aucune limite du donné, souligné, liée à aucun, souligné, donné, à rien qui soit susceptible d'être donné comme limite. Par principe, il n'y a rien, entre guillemets, d'impossible. On a la haine de ce mot. Autrement dit, tout est possible à l'homme. Il suffit pour cela que tout soit d'avance, à tout point de vue, pris en compte. Tout et d'abord tous les points de vue eux-mêmes et que toutes les conditions soient strictement observées et remplies. C'est la maîtrise absolue de ce que Heidegger a appelé les temps. Maîtrise absolue. Et donc, du moment que tout est maîtrisé dans cet étang, nul besoin de s'inscrire dans les éléments d'un monde. Plus de monde, on ne construit plus des bateaux pour un monde donné, il n'y a plus rien d'impossible à construire des bateaux qui sont plus profonds que les ports qui peuvent les accueillir. Non, il n'y a plus que le projet d'entasser toujours et encore plus de voyageurs dans ces navires dont l'objectif sans doute est de permettre à un nombre croissant de voyageurs de participer à des croisières dans des limites raisonnables d'un point de vue économique. Mais que veut dire néanmoins, malgré cette bonne volonté, cette passion du gigantesque qui surpasse toute mesure? En réalité, cette passion du gigantesque est tout à fait à l'image de notre incapacité à habiter le monde. Nous avons, en l'occurrence, sur l'exemple à partir duquel nous réfléchissons ce matin, nous avons transposé en mer notre inhabitation du monde. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Dernièrement, j'ai accompagné mes élèves au mémorial de la Shoah. Nous devions participer à un atelier et la première chose que nous a montré le jeune historien qui accompagnait la visite, c'était des photos des bâtiments qui avaient été conçus par Albert Speer, l'architecte d'Hitler. Et ce qui frappe dans ces bâtiments, c'est évidemment leur démesure, leur gigantisme. Je vous rappelle qu'Albert Speer, de façon extrêmement significative, alors on est là sous le nazisme, mais on va voir que sous le régime soviétique, au fond, c'est d'une chose similaire qu'il est bel et bien question, et aujourd'hui, sous couvert de libéralisme, nous voyons bien que pour d'autres raisons encore, mais qui relèvent de ce que Heidegger appelle du même, nous sommes toujours victimes de cette passion du gigantesque. Donc Albert Speer avait été chargé par Hitler de nombreuses missions, en particulier il avait fait le stade de Nuremberg, dans lequel, alors tout était évidemment gigantesque et
tout, y compris la mise en scène, puisque Speer avait demandé qu'on ne fasse des spectacles dans ce stade que à la tombée de la nuit, avec un jeu d'éclairage tout à fait impressionnant et qui était évidemment propice à hypnotiser les foules. Autre exemple, hein, il était chargé de reconstruire Berlin, qu'il aurait débaptisé et rebaptisé, enfin que Hitler, enfin tout ce mouvement aurait rebaptisé Germania. Il devait y avoir dans ce nouveau Berlin rebaptisé Germania une avenue de la splendeur avec un arc de triomphe 2 fois grand comme celui de Paris. Donc vous voyez toujours cette passion de la surenchère, du toujours, toujours encore plus. Et cette passion de la surenchère est particulièrement visible dans la mesure où Speer avait su que il devait y avoir en 1937 un salon international, vous savez, un salon des expositions, je ne sais plus exactement comment on appelait cela dans ces années-là, où il y avait un rassemblement de tous les pays, où chaque pays devait y apporter ce qu'il y avait de particulier. Et Speer avait appris que le pavillon allemand et le pavillon soviétique devaient s'y faire face. Et il avait su que le pavillon soviétique était surmonté de 2 statues absolument colossales. Et alors, passion du gigantesque, parce que vous voyez bien qu'évidemment ce gigantisme, il était tout aussi bien chez les soviétiques que chez les nazis. Et il avait donc prévu de reconstruire, de changer le projet qu'il avait initialement inventé pour faire face à ces statues en mettant une espèce de bloc absolument colossal surmonté d'un aigle tout à fait propre à arrêter l'avancée de ces statues colossales dont évidemment la signification c'était de montrer qu'ils allaient écraser l'Allemagne. Donc vous voyez, passion du gigantesque. Enfin, Speer avait refait la chancellerie avec une galerie des glaces 2 fois comme celle de Versailles. Bon, voilà. Donc, passion du gigantesque. Je crois que par rapport à la question de l'habitation, il est tout à fait évident que des considérations sur l'architecture sont immédiatement parlantes, puisque nous n'habitons pas en rien. Et notre manière de concevoir l'architecture est évidemment à l'image de la manière dont nous habitons ou dont nous n'habitons pas le monde. Alors, en l'occurrence, on voit bien qu'il ne s'agit plus, lorsque l'architecture obéit à la logique du gigantesque, de voir quelle est la situation, de voir la configuration des lieux, de voir comment, à partir de cette configuration, on pourrait y habiter, c'est-à-dire prendre en compte un donné préalable pour y inscrire une habitation au sens ordinaire du mot. Non, non, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que le projet dominé par le vouloir prend le pas sur toute autre considération possible. C'est pourquoi les architectes qui sont des architectes qui essayent de réfléchir véritablement à l'habitation proprement dite, au fond, très instinctivement, font exactement, je ne vais même pas dire le contraire, mais font tout autre chose que du gigantisme. Leur but n'est pas du tout de faire en sorte que l'homme imprime sa marque de façon violente. Il a raison, Heidegger, de dire qu'il y a une violence dans le gigantisme en soi, puisqu'il ne tient compte de rien. Il n'y a plus que son projet à lui. Donc tous les architectes qui ont réfléchi à ce que signifie habiter sur cette terre, et évidemment les architectes d'après le nazisme ne peuvent qu'être frappés par la nécessité d'une habitation véritable. Et j'ai trouvé notamment, j'avais entendu parler de lui il y a plusieurs années à la Sainte-Baume, dans un séminaire à la Sainte-Baume, de cet architecte varois qui s'appelle Maurice Sauzet et qui a écrit des livres dont les titres sont déjà par eux-mêmes tout à fait éloquents,
en 2008, il a publié un livre qui s'appelle « Contre-architecture, l'espace réenchanté ». Parce que le gigantesque est avant tout un écrasement de l'espace. L'habitation véritable ne peut procéder du souhait de réenchanter l'espace. Alors, que fait Maurice Sauzet? Je n'en ai malheureusement pas vu en direct, je n'ai vu que des photographies de ces constructions. Alors, évidemment, ces constructions sont dans le Var ce qu'elles peuvent être dans le Var. Le propre de l'architecture de Maurice Sauzet, c'est de bien dire que l'architecture s'inscrit dans quelque chose qui est préalable, dans un monde qui la précède, cette architecture, alors que l'architecture justement de Speer était supposée n'être précédée de rien. Il y a eu un joli article il y a quelques années dans Var Matin autour de l'architecture de Maurice Sauzet qui s'est donc formé au Japon. Il est allé au Japon, il a été frappé par le fait que chez les Japonais, il y a un sens d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la maison où chacun est en quelque sorte claquemuré sur soi-même en dépit des circonstances extérieures, mais un espace ouvert où intérieur et extérieur se répondent. Et les photos qui montrent les habitations de Maurice Sauzet font tout à fait apparaître cela. Donc voilà ce que disait le journaliste. Aujourd'hui, 50 années plus tard, donc 50 années après qu'il ait commencé à réfléchir et à bâtir Maurice Sauzet, donc aujourd'hui, 50 années plus tard, Maurice Sauzet continue de creuser le sillon de sa contre-architecture et de s'émerveiller. L'homme, la nature, l'intérieur, l'extérieur, la lumière, la pénombre, tout se répond. Tout se complète. Donc, autrement dit, tout est en rapport. Alors qu'évidemment, lorsque on a des architectures à la Speer ou des bateaux à la Titanic ou des bateaux comme celui qui m'a mis mal à l'aise il y a quelque temps, plus rien ne se complète. Il n'y a plus de rapport de quoi que ce soit avec quoi que ce soit. Quand des gens visitent ma maison, ils ressentent toujours de l'émotion, dit donc Maurice Sauzet. C'est exactement la réaction qui m'intéresse, se réjouit l'homme serein au charme grave qui nous accueille. On arrive et on ne sait pas ce qui nous attend. On ne voit rien ou pas grand-chose. Il faut alors, en quittant sa voiture, emprunter le sentier qui chemine dans la végétation. L'entrée est cachée dans un patio. La nature est là, encore à portée de main. Vous voyez, pas de séparation, tout est encore en rapport. On franchit la porte et on ne sait plus très bien. Est-on dehors, dedans, dans la maison, dans le jardin? Toutes les pièces sont baignées de lumière et reliées les unes aux autres comme un parcours sans cesse renouvelé. Tout change selon l'heure, la saison. Évidemment, rien qu'à lire le passage, on a envie d'aller habiter dans une maison construite par Maurice Sauzet. Et alors que j'avais réfléchi à ce que je voulais vous dire ce matin, je finissais en même temps la lecture du Chemin de l'étoile de Heinrich Petzet, qui a été publié récemment, d'ailleurs grâce à Bruno Wenzal, qui a accueilli ce texte magnifique aux éditions du Grand Est. Et Petzet raconte son amitié de non-philosophe avec le philosophe Martin Heidegger. Et il y a un moment très touchant, bon, il y a beaucoup de moments très touchants dans ce livre, mais il y a un moment très touchant où est livré un texte de Madame Heidegger qui décrit le sentiment que devait éprouver n'importe quel visiteur, apparemment il y en avait très nombreux qui venaient voir Heidegger, à Fribourg, dans la maison que Heidegger et son épouse habitaient à Fribourg. Et voilà ce que dit Madame Heidegger. Ça m'a tout à fait penser
à ce que j'ai cru entendre de Maurice Sauzet. Le jeune homme emprunte l'allée rectiligne du jardin entre les parterres de fleurs aux couleurs variées pour arriver devant la porte. Il monte les quelques degrés sous un petit auvent en bois. Mais avant d'appuyer sur le bouton de la sonnette, il paraît surpris, car sur la solive de la porte, il trouve gravée une citation de la Bible à laquelle il ne se serait pas attendu ici. Et pourquoi pas, hein, effectivement, Heidegger était issu du catholicisme, donc ça faisait peut-être partie des données de sa vie, il est même évident que cela faisait partie des données de sa vie. Tout à des pensées qui lui surviennent à l'improviste, il est admis à entrer dans le vestibule où l'attend une autre surprise. L'entrée s'ouvre dans toute sa largeur sur une pièce unique claire, dont elle n'est séparée que par une cloison vitrée de haut en bas, uniquement meublée d'un piano à queue et d'un vieux fauteuil. Derrière, encore une large baie vitrée, identique à la première, qui ouvre sur une terrasse, salon d'été, en partie recouvert par l'étage supérieur en saillie et où se concentre en saison le cœur de la famille. De larges degrés en descendent et mènent au jardin tout débordant de fleurs. Ainsi, le flot de toute l'étendue resplendissante vient au devant du visiteur, par-delà les prairies, depuis la sombre lisière de la forêt. C'est une maison qui semble accueillir en elle toute la nature. C'est une maison qui semble accueillir en elle toute la nature. C'est exactement du même ordre. C'est-à-dire qu'au lieu de poser une maison quelque part à partir d'un vouloir absolument aveugle à tout ce qui se trouve dans le pays concerné, cette maison, pour autant qu'elle est une maison, est forcément en lien avec ce pays-là. Ce qui évidemment implique que Maurice Sauzet, dont je parlais à l'instant, s'il était montagnard, savoyard, ne ferait pas les mêmes maisons que celles qu'il fait dans le Var, inspirées par l'architecture japonaise, puisque font partie des données, les données climatiques, la configuration des lieux, etc. Mais évidemment, lorsque nous sommes dans une logique telle que j'ai essayé de vous la faire apparaître avec l'inhabitation, si j'ose dire, de la Terre qui se manifeste à travers une architecture dont le principe est le gigantesque, il n'y a plus inversement de rapport à rien. Je vous disais tout à l'heure qu'au fond, nous avons transposé en mer notre inhabitation de la Terre. C'est évident, ce qui implique également que le sens même du voyage est atteint. Là, ça nous paraît tout à fait étonnant parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant voyagé, entre guillemets. Disons plutôt qu'on ne s'est jamais autant déplacé qu'aujourd'hui. Il s'agit de, en 3 clics sur Internet, nous pouvons être demain soir à l'autre bout de la Terre. Ça, c'est un fait. Nous avons une possibilité de déplacement incomparable par rapport aux époques antérieures. Avons-nous pour autant encore le sens du dépaysement? Rien n'est moins sûr. Si l'on relit les magnifiques considérations de Montaigne sur l'art de voyager, nous pouvons même penser qu'il y a tout lieu de croire que le sens du voyage est peut-être paradoxalement plus difficile aujourd'hui que naguère. Alors évidemment, dès le XVIe siècle, Montaigne raillait ces gens qui se protègent d'un air inconnu, disait-il, lorsqu'ils voyagent. C'est-à-dire qu'ils voyagent, mais surtout en espérant retrouver ailleurs ce qu'ils ont chez eux. Et voilà ce qu'il écrit dans les Essais, dans le tome 3, au chapitre 9, intitulé « De la vanité ». Quand j'ai été ailleurs qu'en France, et que pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais être servie à la française, je m'en suis moquée et je me suis toujours jetée aux tables les plus épaisses d'étrangers, c'est-à-dire où il y avait le plus d'étrangers. J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur de s'effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village.
Où qu'ils aillent, ils se tiennent à leur façon et abominent les étrangères. Retrouve-t-il un compatriote en Hongrie, il festoie cette aventure. Les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. C'est extraordinaire. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Alors j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de prendre l'aller. On ne s'en va pas du tout. On est chacun dans ces immeubles d'acier comme chez soi, où on va retrouver probablement à peu près la même nourriture, les mêmes façons d'être, etc. On ne descendra pas forcément du bateau et on contemplera les rivages de loin. C'est extraordinaire comme façon de voyager. Donc la plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Ils voyagent couverts et resserrés, d'une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d'un air inconnu. Magnifique texte de Montaigne sur l'art de voyager, car il est évident que dans ces paquebots hors de mesure, ces bateaux de croisière hors de mesure, on fait sans doute beaucoup de choses, on y danse, on y fait sans doute des choses, ça doit être très agréable, nul doute là-dessus. Il est tout de même un petit peu problématique que ces bateaux ne puissent plus accoster et que très probablement, dans bien des escales, les passagers ne descendent même plus et ne voient même plus le pays à proprement parler. Il n'y a donc plus de dépaysement, pas plus qu'il n'y a, vu que nous n'habitons plus, de paysement. C'est la traduction proposée par Philippe Arjakovski dans Le chemin de l'étoile pour parler de ce rapport véritable au pays. Donc il n'y a pas plus d'ailleurs de rapport à ce qui est mien au lieu qui devrait m'être familier que de rapport à l'étranger lorsque nous voyageons. Dans cette optique, évidemment, nous sentons bien que, où que nous nous placions, partout où nous sommes, il n'y a plus de rapport de rien avec rien. Autrement dit, pour reprendre l'image musicale par laquelle j'ai commencé tout à l'heure, nous ne pouvons plus entrer dans le rythme du monde. Ce rythme du monde, les Orientaux, je vous rappelle que Maurice Sauzet a été formé au Japon, les Orientaux en avaient un sens profond. Il est très probable que les Orientaux aient perdu le sens du rythme du monde tout aussi bien que nous et que la passion du gigantisme et du superlatif les ait gagnés tout autant, voire peut-être davantage à certains égards. Dans les merveilleux petits textes rassemblés par Alexis Lavis dans La Voix du Tao, dans la collection Pocket, un petit livre absolument merveilleux, la préface d'Alexis Lavis concernant cette nécessité d'entrer dans le rythme du monde est très belle. Je vous lis un petit passage. Le passage est d'Alexis Lavis. C'est la préface. S'il me fallait retenir un précepte révélateur de l'esprit propre au taoïsme, ce serait sans doute celui-ci. S'abandonner au rythme spontané de la vie et ne jamais en rajouter. S'abandonner au rythme spontané de la vie et ne jamais en rajouter. Autant vous dire que dans tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il n'est question que d'en rajouter encore et encore. Le Tao est une voie sans œuvre. Le Tao est une voie sans œuvre, autrement, alors qu'ici, il n'y a plus que des œuvres au sens où nous en serions les auteurs qui imprimeraient le monde de leur marque, etc. Le Tao est une voie sans œuvre. Celui qui chemine n'a pas à laisser l'empreinte de son pas sur la route. Celui qui chemine n'a pas à laisser l'empreinte de son pas sur la route. Il n'y a rien à produire. Il n'y a rien à faire si ce n'est ce travail inlassable d'abandon à ce qui est. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais qu'il ne faut faire qu'à partir de cet abandon avec ce qui est. Et c'est à partir de ce moment-là
que justement on fait comme on n'a peut-être jamais fait ou comme on n'a jamais plus fait ou rarement fait en Occident depuis bien longtemps. Le cheminant ouvre en lui de la place, exactement le contraire de ces anti-voyageurs qui finalement n'ouvrent en eux aucune place. Il n'y a pas la place de l'étranger dans un bateau où on sera à distance des rives ou à distance de quoi que ce soit. Je vous parle du bateau, mais ça pourrait être le gros car touristique où on vous demandera de regarder 2 minutes à droite et 2 minutes à gauche, mais où au fond vous n'aurez fait de la place en vous en aucune manière. Donc le cheminant ouvre en lui de la place. Il devient une clairière où le monde apparaît en sa forme et en son ton propre. Lorsqu'on arrive à ainsi cheminer, eh bien, il se produit ce que je vais vous lire en lisant cette fois un passage qui se trouve dans ce recueil de textes qui parle de la voie du Tao et qui s'appelle Métamorphose. Il est dit la chose suivante. On tire avantage de l'occasion qui se présente. Ce n'est pas moi qui décide que je vais poser là mon projet architectural, comme font aujourd'hui bien des architectes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On tire avantage de l'occasion qui se présente et l'échec survient dès lors qu'on s'oppose au cours des choses. Évidemment, nous ne pouvons que penser allégoriquement au Titanic et au Costa Concordia quant à l'échec, si l'on se rapporte à la situation dont je suis en train de parler. Celui qui sait attendre le moment opportun et qui s'accorde en tout point au rythme du monde. Revoilà notre image musicale. Comment serait-il en proie à la peine ou même au soulagement? C'est moi qui ai rajouté « ou même ». Il n'y a plus de peine ou de soulagement, c'est l'accord parfait. Cet accord fondamental s'appelait jadis « couper le lien qui vous entrave ». Car en effet, lorsque nous arrivons à être dans ce rythme du monde, alors se montre, alors s'ouvre l'espace et se montre notre liberté. Je vous remercie.